première start-up dans la bande dessinée. On a vendu, on a pris un peu le melon, quoi. On avait quand même vendu notre start-up à la Silicon Valley pour un certain prix. T'es dans le top du top et puis tu te sens invincible. C'est une consécration qui est très importante, c'est le rush, t'as de l'argent sur ton compte en banque, puis à un moment donné, t'as vraiment tout qui redescend et puis tu te rends compte que t'as plus de travail, tu dois tout recommencer à zéro. Parce que je vois je sais pas combien d'entrepreneurs qui sont mis dans une tour d'ivoire et ils sont plus challengés et ils doivent évoluer dans leur métier. On veut faire des choses qui ont un impact, faire des choses que personne ne veut faire. On sait faire des projets qui sont très compliqués et on veut faire des projets qui sont très compliqués. Donc tu sais que tu crées de la valeur, tu sais que tu as un impact et que c'est utile ce que tu fais. On fait une application pour tout ce qui est transport d'organes. C'est pareil, tu as énormément d'impact. C'est indirect, mais potentiellement tu as sauvé des vies. Bienvenue dans le Cercle Vertueux, le podcast qui prend la route avec celles et ceux qui ont choisi d'agir en quête de sens et de ce qui les rend vraiment vivants. Aujourd'hui, je reçois Maxime Deuze, cofondateur de Deuze, une entreprise liégeoise de développement digital. Dans cet épisode, Maxime nous partage comment on passe de deux frères passionnés à une entreprise de 50 collaborateurs, les moments charnières de la vie d'une PME et surtout l'importance de l'entourage. Ça a l'air intéressant, alors installe-toi, abonne-toi et bonne écoute. Écoute, bonjour Maxime, tu vas bien ? Bonjour, bien et toi ? Ça va super, je suis ultra content qu'on ait ce podcast aujourd'hui. Ça fait longtemps déjà que je préparais ça, longtemps que ça a été programmé et c'est enfin aujourd'hui, donc voilà. Je te cache pas que j'ai des gens qui m'attendent au tournant, donc ça fait vraiment plaisir. Et du coup, on est aujourd'hui donc pour un podcast sur toi, ton entreprise avec ton frère. Mais d'abord, première question, c'est qui es-tu et que fais-tu globalement ? Alors moi je m'appelle Maxime Deuze et je suis le fondateur avec mon frère jumeau Julien Deuze de l'entreprise Deuze qui porte notre nom. On n'a pas été très original sur le coup. Et alors qu'est-ce qu'on fait ? On fait du développement informatique pour toute une série d'entreprises. Donc on va proposer des solutions digitales et on va aider les entreprises dans leurs problèmes. Donc que ce soit des applications mobiles, des applications web, de l'intelligence artificielle, des sites internet un petit peu compliqués. Okay. Dans nos beaux projets qu'on a réalisés ici dernièrement, on va avoir l'application mobile du Grand Prix de Spa-Francorchamps et on est dans une voiture et c'est magnifique, c'est bien dans le thème. On va avoir tout ce qui est réservation pour Paris-Daïsa par exemple, le parc animalier, l'application mobile aussi d'ailleurs. On va avoir le planning du CHC Montlégia et bien d'autres projets et aussi pour des plus petites PME parce que j'ai parlé des projets les plus connus, mais on a aussi pas mal de PME dans nos clients. Avec ton frère, vous êtes donc directeur à deux, c'est bien ça ? Ouais, c'est ça. Donc on est tous les deux administrateurs délégués de l'entreprise. Alors moi je m'occupe plus de la partie commerciale et marketing et lui s'occupe plus de la partie production. C'est une décision qu'on a dû faire dans le cadre de la croissance pour bien diviser les rôles. Ouais. Sinon on se rendait compte qu'on se marchait un petit peu sur les pieds, c'était pas l'idéal, quoi. Ok, mais du coup, comment on fait avec son frère jumeau, dire comment on monte une entreprise ? Alors ça vient d'il y a très longtemps, donc on a toujours été passionné d'informatique au sens large. Donc on a commencé, nos parents quand on était petits, on voulait comme tous les enfants une PlayStation ou c'est une Nintendo 64 à l'époque, mais c'est une console de jeu. J'ai la ref. Voilà. Donc on voulait une console de jeu et nos parents se sont dit que c'était une mauvaise idée et qu'on ne pouvait pas avoir ça, qu'on devait avoir un ordinateur à la place parce que on pourrait aussi jouer, mais on pourrait aussi faire des choses un petit peu plus intelligentes. Ouais. Et donc on pourrait l'utiliser pour l'école, etc. Et donc on a reçu, quand on était très jeune, à peut-être 7-8 ans, un ordinateur. On était un petit peu déçus sur le moment, on attendait la Nintendo 64 ou la PlayStation 2 peut-être, et on a eu un PC, c'était bien, mais c'était quand même moins bien. On s'est dit, on demande quelque chose à Saint-Nicolas, il nous apporte pas exactement ce qu'on lui a demandé. Et en fait ça a super fort aidé parce qu'après mes parents dans la continuité ont pas voulu nous acheter tant de jeux vidéo que ça, donc en fait on s'ennuyait un petit peu sur l'ordinateur et on a commencé à essayer de comprendre comment créer un jeu vidéo et c'est ce qu'on a commencé à faire. C'est comme ça qu'on est rentré dans l'informatique et dans le développement informatique. Okay. Et en fait ça c'est de fil en aiguille, on a fait plusieurs projets, on s'est amusé ensemble, on a eu une première start-up dans le digital, dans la bande dessinée qu'on a vendue et puis on a fait Deuze et on est très content de travailler ensemble. Mais de ce que j'ai entendu, donc votre premier jeu c'était à 13 ans alors, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Donc on a fait le premier vraiment jeu vidéo fini à 13 ans, qu'on a continué à développer jusqu'à nos 17 ans. À âge à laquelle on a été invité par le Festival du jeu vidéo de Paris, ce qui était quand même plutôt prestigieux à l'époque, pour aller le présenter. Et c'est ce qu'on a fait. On est allé le présenter là-bas, et puis quand on est arrivé au festival de jeux vidéo, qu'on a parlé avec des gros acteurs comme Ubisoft, etc., qui trouvaient que ce qu'on faisait était sympa, et qui
techniquement étaient intéressés de nous voir, enfin qu'on rejoigne leurs équipes. Et en fait, on s'est rendu compte que pour faire un jeu vidéo comme on voulait le faire, il fallait être 200. On n'était pas 200, on était 2 seuls. Ouais. On avait un premier niveau, une première version qui fonctionnait pas trop mal pour l'époque, mais pour faire tout le jeu complet, c'était juste impossible. Donc on a abandonné le jeu vidéo à ce moment-là. Parce qu'on s'est rendu compte que c'était juste pas faisable à nous deux, raisonnablement. Et alors c'est un peu après qu'on s'est rendu compte qu'il y avait aussi un type de bande dessinée qui fonctionnait assez bien, donc on était plutôt fan de manga étant adolescent. Et on s'est rendu compte d'un concept coréen à l'époque qui n'était pas très populaire, qui s'appelait le webtoon. Donc c'est des BD coréennes longues. Et donc on s'ennuyait parce qu'on faisait plus rien. Enfin on faisait plus rien ici, on allait à l'université, mais on ne travaillait plus effectivement sur du développement comme hobby. Et on avait pris l'habitude de le faire, donc on s'ennuyait un petit peu. Et on a vu ce type de bande dessinée, on s'est dit mais ça c'est génial. Et on a commencé à les faire traduire, à les publier dans une plateforme digitale. Et donc c'est des BD qu'on peut lire facilement sur son smartphone. Juste, on parle de ça 2010, 2009, 2010, 2011, 2012. Donc c'était vraiment l'essor des startups du digital et du mobile. Donc de plus en plus de gens avaient des smartphones. Et donc ça se prêtait de mieux en mieux. Et c'est comme ça qu'on a démarré en fait. Ce deuxième projet qu'on a fait, et puis à un moment donné on l'a vendu à la Silicon Valley, puis ça fonctionne assez bien. Il y a un investisseur non, mais multi-entrepreneur américain qui lançait le même concept, est tombé sur ce qu'on faisait et s'est dit en fait il voulait faire la même chose et il nous a proposé de nous racheter. Très à l'américaine. Je vous rachète ou de toute façon je vais vous concurrencer et moi j'ai des millions de dollars donc je gagnerai à la fin, donc vendez-moi. Et au final on lui a vendu et d'une certaine manière je ne veux pas de cette approche très, très directe et franche à l'américaine. C'est juste la première fois que tu es confronté à ça en tant qu'Européen, c'est un peu, je vais pas dire traumatisant, mais tu dis mais qu'est-ce qu'il lui prend le gars? Mais attends, mais du coup, tu l'as pris comment? Enfin, vous l'avez pris comment avec ton frère? C'est-à-dire que vous l'avez pris comme un peu une attaque, une insulte? Au début, oui, et puis après, on s'est rendu compte assez vite qu'en fait, c'était je vais pas dire que c'était normal pour les États-Unis, mais quand même un petit peu, parce que dans leur culture d'être assez franc, je veux tout de suite et assez direct, et qu'au final, la compétition, c'est pas, ils préfèrent pas en avoir comme tout le monde, hein, mais c'est comme ça. Si deux personnes font le même projet, c'est le meilleur qui gagnera, et ils vont se battre pour y arriver. Et ils sont assez agressifs de manière générale, là où nous on essaye quand même, business is business dans leur cas de figure. Bien sûr, Nous on essaye quand même en Europe, je pense, dans une majorité des cas, de se comporter comme des personnes décentes et bien. Aux États-Unis, pour la majorité des entrepreneurs, c'est pas vraiment le cas, quoi. Pas de coups fourrés, tout ça, pas d'attaque agressive et tout. Non, c'est ça. Ouais. Chez eux, c'est un peu l'esprit Trump, du coup, alors. Oui, enfin, en tout cas, comme on l'a ressenti, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu le winner takes all. Oui. Le gars, et l'important, c'est de gagner, pas de participer. Alors évidemment, c'est important de gagner et de faire que ça fonctionne, mais je pense qu'en Europe, on a une culture qui, pour ça, est de manière générale beaucoup plus saine par rapport au travail et la compétitivité, etc. Même si, évidemment, on aurait la même culture qu'eux, je pense que les entreprises fonctionneraient probablement mieux. Mais bon, probablement mieux, mais après c'est aussi un monde un peu plus dur. Genre moi, en tant que podcasteur, je me suis beaucoup inspiré des Américains et j'en ai beaucoup écouté, tu vois. Et la plupart des chefs d'entreprise qui font des podcasts et tout, en tout cas, ils disent que eux, ils accordent vite leur confiance à un collaborateur, mais par contre, ils licencient très vite. Ouais, par exemple, c'est quelque chose que typiquement on va pas faire en Europe, quoi. De toute façon, on a des lois qui protègent contre ça et c'est très bien, même si des fois les lois peuvent être trop restrictives de manière générale et que ça freine peut-être l'entrepreneur, mais je pense qu'on a une approche quand même beaucoup plus raisonnable à l'entrepreneuriat de manière générale. Je pense et ça c'est bien. C'est bien, il y a des inconvénients à chaque modèle et des avantages à chaque modèle, mais je suis plutôt content du modèle européen. Ouais, mais je pense là, justement, tu parles vraiment, tu mets le doigt sur la différence qu'il y a entre les deux et pourquoi peut-être ici on n'a pas le rêve américain, tu vois. Oui, tout à fait. Ouais. Tu ne pourras pas devenir multimillionnaire sur 3-4 mois de travail, mais le système fait en sorte, les mœurs et tout qu'on a ici, peut-être elles te construisent un futur plus solide. Sans, tu vois, cette incertitude ou quoi. Si, il y en a, mais peut-être il y en a peut-être moins, j'en sais rien, tu vois, voilà. Non, mais c'est certain que je pense qu'on a une approche probablement plus éthique de manière générale, même si, ça a des inconvénients, quoi.
on avait quand même vendu notre startup à la Silicon Valley pour un certain prix, avec plein d'investisseurs quand même connus qui avaient investi dans ce projet-là. Et on avait un petit peu, je veux dire, on a pris un peu le melon, quoi, d'une certaine manière. Alors après, c'est pas resté longtemps, et tant mieux, hein, mais parce qu'on est très vite revenu sur Terre en se rendant compte de la réalité de notre secteur et du contexte économique wallon. Et Bon, c'est quand même bien. donc globalement, c'était quoi qu'est-ce qui a permis de revenir sur Terre? Bah, de manière générale, lancer le Venture Lab, de voir des clients, de se rendre compte que bah oui, en fait, on a peut-être plein de connaissances dans un sujet très spécifique, c'est-à-dire le digital et la bande dessinée sur Internet. Bah super, mais c'est pas pour ça qu'on avait beaucoup d'expérience dans la création de produits. Alors ça, on avait de l'expérience, mais pour des clients, non. Ouais. Parce que quand tu crées ton produit pour toi, bah, tu es le juge et l'arbitre de ce que tu fais, c'est toi qui décides la direction du produit, etc., etc. C'est toi qui dis, bah oui, ok, pour le produit, je dois faire ça parce que c'est important pour le produit, bah, tu peux le faire, c'est toi qui décides. Quand tu travailles avec un client, c'est pas du tout vrai. Ouais. C'est lui qui décide. Et alors du coup, évidemment, tu vas le conseiller sur ce que tu penses qui est bien ou pas bien. Mais c'est pas toi qui a le fin mot de l'histoire, c'est ton client qui a le fin mot de l'histoire et qui décide ce qu'il veut bien faire ou ce qu'il veut pas faire. Non, bien Et sûr. ça, pour moi, c'est quand même quelque chose de très important de manière générale. Et puis, de manière générale, bah, on a vu d'autres entrepreneurs aussi qui avaient un succès quand même assez important. Et on s'est dit qu'on n'était pas les seuls. Et que, bah ouais, voilà. Et donc, du coup, bah, ouais. Enfin, tu vends, t'es un peu dans l'euphorie, je pense, du moment. T'as vendu, ouais, tu te sens invincible. Bien Parce que tu as sûr. vendu, enfin, c'est une consécration. Et puis, très vite, et ça, j'en parle enfin, j'en entends souvent parler par des entrepreneurs qui ont vendu leur entreprise. Bah, t'es très important, tu vends, c'est le rush, tu as de l'argent sur ton compte en banque, bah tu es dans le top du top, et puis à un moment donné, enfin, t'as vraiment tout qui redescend, et puis tu te rends compte que bah, t'as plus de travail d'une certaine manière, tu dois tout recommencer à zéro. Ouais, t'as vendu, mais en fait, t'es plus important entre guillemets, etc., etc. Donc tu redémarres à zéro d'une certaine manière. Et je pense que ça, à mon avis, j'imagine pour la plupart des entrepreneurs qui vendent, ça doit durer quelques mois de l'euphorie à de nouveau la normalité, quoi. Oui, surtout quand c'est ta passion et là tu l'as vendu et maintenant qu'est-ce que je fais? Exactement, ouais, qu'est-ce que je fais? C'est ça qu'on s'est posé avec Julien. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait? On a toujours fait du digital, d'abord dans le jeu vidéo, puis dans la BD. Bon, le jeu vidéo, il faut des grosses équipes. On va pas réinvestir tout ce qu'on a gagné dans un projet de jeu vidéo, c'est peut-être un petit peu con. De la BD, on avait une clause de non-concurrence qui durait quand même un certain temps, donc on peut pas le faire non plus. Donc qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là qu'on s'est reconcentré sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? Pour nous, c'est de faire des projets digitaux. Ouais. Donc aussi, on va le faire pour d'autres startups, pour d'autres entreprises, pour des grandes entreprises, des petites entreprises, des moyennes entreprises, des start-upers, etc. Et on a commencé à proposer ces projets-là à d'autres, et ça a plutôt bien fonctionné. Donc ça, on est assez content de ce qu'on a fait. Dans votre parcours, le fait de s'entourer, je vois que c'est quand même quelque chose, parce que déjà vous êtes deux, c'est pas un. Et est-ce que le 2 forme un? Mais le 2, en tout cas, c'est entouré. Oui, très 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 fort. Donc déjà, on est deux. Avec mon frère, on n'a pas du tout le même caractère. Donc on est jumeaux, mais on n'a pas du tout le même caractère. Et on est assez complémentaires. Donc ça tombe plutôt bien. Mais alors l'avantage des deux, c'est qu'on pousse très fort tous les deux dans la même direction. Donc en fait, tu as beaucoup plus d'énergie qui va dans la même direction. Et on est très alignés de manière générale. Donc en fait, l'énergie, elle va focus sur le même point. Donc ça va bien dans la bonne direction. Alors, un point qu'on avait qui est important pour nous, donc nous quand on a démarré, et je le conseille à tous les jeunes entrepreneurs qui veulent démarrer, on a rejoint un incubateur qui s'appelle le Venture Lab. Et donc dans l'incubateur, quels sont les avantages principaux? Ils ont des locaux, ils ont du coaching avec un coach professionnel, il y a accès à des experts juridiques, etc. de manière totalement gratuite pour l'incuber. Donc il peut poser des questions juridiques, etc. Par exemple. Aller chez le notaire et des choses comme ça de manière totalement gratuite, et donc il y a toute une série d'avantages. Donc nous, quand on a lancé notre première vraie start-up de bande dessinée, on l'a vendue, et puis après on a voulu lancer deux, et on s'est rendu compte que dans notre toute première start-up, le problème qu'on avait principalement, c'est que on manquait d'accompagnement de manière générale.
Et donc ce qu'on a voulu faire, quand on est allé au Venture Lab, c'est dire tiens, on a déjà, on se disait nous à 23, 24 ans, je sais plus, assez jeune quoi, on se disait en fait nous on a tout fait, on sait tout, c'est facile, on vient de voir notre startup à la Silicon Valley, personne fait ça en Belgique, ou pas beaucoup de gens font ça, on comprend le digital, hein, on est bon. Mais donc on est allé au Venture Lab, on s'est dit tiens, le Venture Lab ça va être utile pour les locaux principalement et un petit peu pour tout ce qui est expertise juridique, etc. Parce que ça, on n'a pas de compréhension de manière générale et ils vont nous aider là-dessus. Et le coach, il nous oblige d'avoir un coach. Bon on va le prendre, mais en fait ça nous intéresse pas. Ouais. Quelle erreur! On s'est très vite rendu compte que la plus-value, enfin le truc le plus important du Venture Lab, c'était le coach. Tout le reste c'était vraiment accessoire, mais vraiment ce qui était important c'était le coach qui suit l'entrepreneur dans toute sa vie, dans tous ses questionnements, etc. etc. Et nos coachs nous ont super fort aidés. Donc on avait Olivier Doissège d'une part comme coach et Olivier Malu, donc Olivier Doissège qui aujourd'hui est parlementaire et Olivier Malu qui avait fait une entreprise dans le pharmaceutique digital, donc c'est le premier e-shop belge assez connu dans la pharmacie digitale. Ouais. Et quelques-uns, ils ont super fort aidé. Et puis à un moment donné, on a été diplômé du Venture Lab. Et là, on s'est rendu compte, on est resté 7 mois tout seul. Et c'est là qu'on s'est réellement rendu compte de la plus-value du coach, parce qu'en fait il nous permettait tous les mois de nous voir et de nous challenger en fait, hein. C'est pas qu'il nous disait ce qu'il fallait faire ou pas faire, loin de là, mais il nous permettait une fois par mois de sortir un petit peu de l'opérationnel, de discuter de la stratégie de l'entreprise, d'expliquer ce qu'on avait mis en place, de ce qu'on allait mettre en place et de nous challenger là-dessus et de nous faire avancer sur ces sujets qui sont très importants pour l'entreprise. Et donc on est resté 7 mois tout seul et pendant 7 mois on a fait plein de travail, c'est pas ça, on a travaillé comme des fous et tout, mais on avait la pression. Le constat après 7 mois c'est que on n'avait rien fait. On avait fait les projets clients qui s'étaient bien passés, mais fondamentalement le projet d'entreprise en tant que tel n'avait pas évolué. Et c'est là qu'on s'est dit qu'on allait mettre en place un système de coach, de conseil d'administration en interne, et donc on a repris des coachs pour nous conseiller. Et c'est a posteriori maintenant aujourd'hui c'est beaucoup plus facile à dire a posteriori quand on a vu tout le parcours, mais que je me rends compte que dans notre cas de figure, on est 50 aujourd'hui, ce qui est pas mal pour la Wallonie. On est plutôt content du résultat et en fait c'est beaucoup grâce à ça. Avoir fait confiance à la bonne équipe chez nous en interne, donc avoir engagé les bons collègues, mais aussi avoir fait confiance aux bons conseillers de l'entreprise qui ont permis de nous faire avancer plus vite, plus loin. Parce que je vois je sais pas combien d'entrepreneurs qui ont des PME de 15, 20 personnes et qui n'arrivent pas à passer ce plafond fatidique. Et à mon sens, c'est juste parce qu'à un moment donné, ils sont mis, pas dans tous les cas, mais dans pas mal de cas, qui sont mis dans une tour d'ivoire où au final ils sont plus challengés, ils ont plus d'avis extérieurs qui leur fait voir les choses d'une manière différente. Et ils doivent évoluer dans leur métier, dans leur manière d'aborder la chose, parce qu'une entreprise de 1 personne, de 5 personnes, 10 personnes ou de 20 ou de 50 personnes, c'est pas géré de la même manière. Donc tu es toujours dans un cycle d'apprentissage pour aller plus loin. Et ces gens-là, pour moi, comme ils se font pas aider, ils se font pas challenger, souvent ils n'arrivent pas à passer au-dessus. Pour autant que leur volonté c'est de continuer à faire de la croissance, parce qu'il y a aussi plein d'entrepreneurs qui sont très contents d'être à 20 et je les respecte tout à fait pour ça. Oui, si le but c'est de croître, bien sûr. Mais alors, ce qui est cool alors dans ce parcours-là et dans cette vision-là, c'est que vous avez réussi, en vous entourant aussi, à avoir de l'esprit critique autour de vous. Exactement. Parce que j'imagine que quand on est la tête dans le guidon et qu'on voit que ce qu'on fait, on n'a pas forcément le recul à certains moments, quoi. Tout à fait, on n'a pas le recul et puis on peut aussi être pris en confiance, etc. On pourrait, alors évidemment il y a des entreprises qui réussissent beaucoup mieux que la nôtre, mais on pourrait d'une certaine manière être arrogant, dire regarde on n'est pas si vieux que ça et on a 50 employés, ça fonctionne plutôt pas trop mal, mais c'est important de pas rentrer dans ce piège là parce qu'il faut rester ouvert aux critiques et il y a toujours des gens qui sont plus malins que nous et qui vont challenger notre approche. Et c'est le cas aujourd'hui, on a un conseil d'administration, on est ravis, même dans nos collègues c'est pareil, ils vont challenger l'approche et on n'est pas toujours au courant de tout et on n'a pas toujours raison et on n'a même pas souvent raison. Et c'est en étant challengé, en réfléchissant plus loin qu'on arrive à aller plus loin tous ensemble, l'équipe, l'entreprise de manière générale. Ok, mais donc là, quand tu parles de l'équipe, la croissance et tout, tu m'as dit en off que pour toi le passage le plus difficile c'était de passer de 1
à deux. Ouais, enfin, je trouve qu'il y a 2 passages difficiles, en tout cas qu'on a connus aujourd'hui chez 2. C'est le passage de, enfin du coup pas de A à 2, mais de 2 à 3, vu qu'on était moi et mon frère, de 2 à 3, et puis le passage de la vingtaine. Et alors moi je l'explique par 2 choses. Le passage de 2 à 3, en fait, tu fais du chiffre d'affaires, etc. Tu as des bons de commande qui rentrent. C'est compliqué parce que c'est la première délégation, c'est trouver un premier collègue auquel faire confiance. Ouais. Et c'est aussi, d'une certaine manière, un sacrifice sur la rentabilité de l'entreprise, parce que quand même on a un peu trop de travail. Quand on est si on a un peu trop de travail, on a peut-être du travail pour 1,4 personnes ou 1,5 personnes, pas du travail pour 2 personnes. Ouais. Donc si on engage un collègue en plus, en fait, on n'a plus assez de travail pour ce collègue en plus. Et puis il faut trouver plus de travail, etc., etc. Donc Bien sûr. c'est un peu un challenge, et c'est un petit peu sauter d'une falaise, quoi. Il faut pas avoir peur, il faut se lancer, il faut engager cette personne. Et je pense que c'est plus une question de peur et d'inconnu qu'il faut s'affranchir pour passer de 2 à 3 ou de 1 à 2, quoi. Donc d'engager son premier employé. C'est pas très difficile à faire, mais faut le faire, et il faut avoir le courage de le faire. Ça, c'est un premier point, je pense, assez, je vais pas dire compliqué, mais un moment charnière dans la vie d'un projet entrepreneurial. Et puis après, il y a le dépassement, dans le cas de figure de 2, de 20 personnes. Dans une autre PME, ça pourrait être de 10 personnes. Et ça, je l'explique parce que en tant que manager, on peut manager peut-être 7 personnes de manière générale. Allez, si on se pousse vraiment au max, on peut peut-être manager 10, 11 ou 12. Et donc, dans le cas de 2, on pourrait dire que 20 personnes, c'est le maximum que moi et Julien, on peut manager directement. Et ça, c'est l'étape d'après. Donc l'étape numéro 1, passer de 1 à 2, c'est de faire confiance à quelqu'un d'autre pour faire le travail opérationnel. Bien sûr. Et puis passer de 20 à plus ou de 10 à plus, dépendant de combien d'associés il y a. Donc nous, on est 2 associés, donc on peut chacun gérer 10 personnes. C'est de faire confiance à quelqu'un d'autre dans l'entreprise pour réellement manager des personnes. Donc pas juste pour faire un petit peu de suivi, etc., mais vraiment pour être le responsable direct d'un autre collègue. Ça, c'est aussi une autre étape compliquée, parce que ça veut dire que en fait, le bébé qu'on construit, on en donne la responsabilité à quelqu'un d'autre. Et il faut que ça se passe bien, et souvent c'est une autre crainte et un autre aspect compliqué de l'entreprise, à mon sens. Et sûrement qu'il y a d'autres paliers à peut-être à 100, peut-être à 200, je ne sais pas, mais bon, pour l'instant on ne les a pas encore atteints, et on les atteindra peut-être jamais, allez, à pas savoir, mais On touche du bois, du bois. On verra. Ok, mais en vrai, alors moi je retiens surtout la question de confiance, comme tu dis, là on est 2, et là on va intégrer une autre personne, et là on est passionné, et c'est notre bébé, il faut que cette personne soit bien, quoi. Genre c'est vraiment, j'imagine que l'entretien il est un peu compliqué, surtout que est-ce que c'est aussi un peu, comme tu as dit, sacrifier entre guillemets de la rentabilité de l'entreprise pour payer du coup un 3e salaire. Est-ce que ça par contre c'était une question compliquée ou pas au début? Non, honnêtement non, parce que Julien et moi on n'a jamais vraiment fait ça pour l'argent. Alors évidemment, comme tout le monde, on est quand même content d'être rémunéré correctement, mais ça n'a jamais été la finalité de l'entreprise. Ce qui nous intéressait principalement, c'était de vivre de notre passion et de faire des choses qui nous faisaient vibrer. Et quand on a vendu notre première start-up, on avait la liberté, donc de la bande dessinée, on avait la liberté de ne pas devoir aller travailler tout de suite. On pouvait attendre un petit peu. Et on s'est posé pas mal de questions sur ce qu'on allait faire, et à un moment donné j'ai dit à Julien, tiens, on ferait bien ça parce que c'est quelque chose qu'on aime faire et qu'on va continuer à faire, donc faire des projets pour des entreprises et des porteurs de projets, et donc ça a commencé par la passion principalement, et ça rend quand même tout vachement plus simple, parce que quand on a dû passer à 3, on s'est jamais vraiment posé des questions sur la rentabilité. On s'est juste dit oui, on va le faire, on doit le faire si on va aller de l'avant, donc allons-y, quoi. Et alors pour la confiance, typiquement moi et mon frère, on a tendance à faire assez facilement confiance aux autres, donc on s'est pas trop posé de questions sur le premier, et on est super content parce que c'est aujourd'hui notre premier employé, aujourd'hui notre responsable technique. On n'aurait pas pu choisir mieux, et on l'a engagé purement sur la confiance. Bon, après, on a fait nos premiers engagements sur la confiance. Il nous a fallu le 4 ou le 5e employé pour se rendre compte qu'il fallait quand même mettre un peu des processus en place et de sélection, etc. Parce qu'on s'est trompé au 4 ou 5e. Et heureusement, c'est pas sur le premier qu'on s'est trompé. Il nous a fait très mal, celui-là. Avec une telle structure, vous êtes 2, là maintenant tu as 36 ans. Un début de cheveux blancs d'ailleurs, c'est un peu étonnant pour 36 ans, mais voilà, non je rigole, c'est une blague. Mais comment on reste au courant de ce qui se passe? Parce que
Lors de la préparation, Florine m'a dit que vous étiez dans les premiers sur l'IA. Pas en 2022, mais avant apparemment. Ouais, tout à fait. Mais comment on reste comment on reste au courant du nouveau truc dans la tech? Le fil rouge, la passion. Parce qu'au final, je rentre chez moi, qu'est-ce que je fais? Je travaille peut-être, enfin, je vais pas travailler nécessairement, enfin des soirs je travaille, mais je travaille pas tous les soirs. Ouais. Et je vais pas, en fait, je vais pas lire mes mails, répondre à des mails, faire des trucs sur des projets. Non, je vais regarder sur internet, pas que ma femme regarde quelque chose à la télévision. Je vais regarder des nouveautés, des choses qui me passionnent. Ouais. Et donc du coup, je reste éveillé aux nouveautés de manière générale. Et mon frère, c'est pareil. Et dans l'équipe, comme on est passionné et qu'on a mis beaucoup de choses en place, pour continuer à alimenter notre passion, on se retrouve avec une équipe de passionnés quand même. Pas tous, mais une grande majorité de l'équipe, c'est vraiment des passionnés du secteur. Donc eux font pareil. Donc au final, tu as tout le temps du feedback sur des nouveautés, etc. etc. Ce qui est génial, parce qu'on peut réinvestir, etc. Et typiquement, on faisait de l'IA donc longtemps avant tout ce qui était génératif. Et puis quand tout ce qui est génératif est arrivé, on s'est dit, mais alors là, il faut absolument qu'on l'intègre. Donc il faut dire qu'en 2022, quand est sorti ChatGPT, tu avais peut-être, je dis un nombre comme ça, mais tu avais peut-être 50 ou 100 chercheurs dans le monde qui connaissaient tout ce qui est génératif ou qui en faisaient de manière régulière. Donc personne, aujourd'hui c'est des centaines de milliers de personnes qui en font. Et nous on faisait de l'IA dans tous les sens, sauf du génératif, comme globalement tout le monde. Et en 2022, on s'est dit, mais il faut absolument qu'on s'y mette, parce que c'est super important. Et là on a fait des projets pilotes, toute une série de projets sur lesquels on sait très bien qu'on gagne pas d'argent. Et fondamentalement, en 2022 ça n'avait pas d'importance. Ce qui nous apportait, c'était de voir ce qu'on pouvait faire avec la technologie. Et du coup aujourd'hui on est très bien équipé pour ce genre de projet. D'ailleurs on en a pas mal, on en a vraiment beaucoup, on en a plus d'une dizaine par an, des gros projets IA génératifs, ce qui est plutôt très chouette pour une entreprise de notre taille. Et ça c'est parce qu'on a investi de manière démesurée dans la formation à ces technologies là. Parce qu'on est passionné, parce qu'encore une fois, comme je le disais, on le fait pas nécessairement pour l'argent. Donc oui, si on doit mettre pas mal de temps dans l'apprentissage de nouvelles technologies, on le fait. Il faudrait que tu me parles de la culture de l'entreprise chez Deuz, s'il te plaît. Alors la culture d'entreprise, ça se fait un petit peu tout seul. Donc nous, ça a toujours été très important d'avoir un esprit d'équipe fort, de passionnés qui travaillent ensemble vers l'accomplissement d'un objectif, ensemble, entre collègues, mais aussi avec le client. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est super important pour nous, c'est l'esprit d'équipe. Chez Deuz. Et alors on a deux autres valeurs qui sont importantes et qui sont très bien matérialisées chez Deuz. C'est tout ce qui c'est une valeur, c'est l'impact, parce qu'on veut faire des choses qui ont un impact, donc qui servent. Je veux pas faire une app pour faire une app et pour avoir du chiffre d'affaires. Je veux faire une app. Et dans l'équipe, c'est pareil pour tous nos collègues. On fait une app qui est utilisée par beaucoup de personnes. Faire une app comme Paradisa, c'est super chouette parce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs. Donc tu sais que tu crées de la valeur, tu sais que tu as un impact et que c'est utile ce que tu fais. Tu fais l'app du Grand Prix de Spa-Francorchamps, c'est pareil. Mais on fait aussi des apps qui sont pas du tout connues de monsieur, madame, tout le monde. On fait une application pour tout ce qui est transport d'organes. C'est pareil, tu as énormément d'impact. Parce que techniquement, potentiellement, tu as sauvé des vies. Alors, pas directement. C'est indirect, mais tu mets ta petite pierre à l'édifice de vraiment le sauvetage de vie. Et ça, je trouve ça génial. Mais vraiment génial. D'avoir de l'impact. Et pour toute l'équipe, c'est la même chose. C'est super important. Et alors, il y a la troisième valeur qui est très très importante à nos yeux, c'est tout ce qui est audace. C'est pas d'avoir peur. C'est de faire des choses que personne ne veut faire, que personne ne sait faire. Et on est assez caractérisé là-dedans. Alors, c'est pas qu'on fait pas des fois des projets plus simples, mais on sait faire des projets qui sont très compliqués et on veut faire des projets qui sont très compliqués. Et on le fait de manière systématique, encore et encore. Et c'est pareil, l'IA, on veut faire des projets IA, on va passer beaucoup de temps dans l'apprentissage de la technologie, quand bien même c'est financièrement inintéressant, parce qu'on veut aller plus loin. Et donc ça, c'est assez important. Donc vraiment, nos trois valeurs super importantes pour nous, c'est l'esprit d'équipe, avec les collègues et avec les clients, c'est l'impact parce qu'on veut faire des choses qui sont réellement utiles, et c'est l'audace parce qu'on veut repousser les limites du digital dans notre belle région. Attends, est-ce que tu veux un milkshake? Non, mais je prendrais bien juste un cheeseburger. Ah ouais? Ouais, il est midi là, j'ai un peu faim. Et au moins comme ça, j'aurais pas besoin de chercher. Mais moi je pense que c'est quelque chose de super important à la culture d'entreprise. Bien sûr. Parce que tu penses, si tu perds ta culture, en fait
je pense que le succès que tu as avec ton entreprise, Ouais. allez, pendant 3, 4, 5 ans, ça va continuer bien hein, sur les acquis que tu as eus, mais je pense que ça te coupe, ça te coupe tout ton avenir d'entreprise si tu viens changer ta culture d'entreprise. Je me demande comment on la change. Bah, je pense qu'avec la croissance, tu as un risque à un Ça moment se dilue donné. un peu, tu Bah vois. oui, parce que regarde, nous, à un moment donné, on a mis des managers en place. Ouais. Alors moi, pour autant que c'est moi et mon frère qui sommes managers directs, la culture, elle est très bien comprise. Donc comme je disais, bah, c'est esprit d'équipe, impact, audace. Alors tu constateras peut-être ou pas, mais des fois les, les différentes valeurs sont des fois un peu contradictoires. Oui, on veut faire un projet qui est très novateur, etc., etc. Oui, mais peut-être qu'on l'a vendu au client, donc peut-être que le développeur il va être en inconfort parce que il a un nombre limité de jours pour le faire et potentiellement du coup il va dépasser pour réussir à faire cette nouvelle technologie. On va dire c'est pas trop grave, mais il a pas envie de dépasser 2, 3 fois ou 4 fois non plus. Hein. Donc il va vouloir faire ça chez un client pour un projet POC. Hein. Donc le client est au courant, etc. Que c'est vraiment un projet, expérimental, Ouais. mais toujours est-il que c'est quand même risqué et tout, donc il n'est pas en confort, donc l'esprit d'équipe est peut-être pas toujours bon. Tu vas avoir de l'impact, c'est pareil, tu vois un truc qui fonctionne, potentiellement ça veut dire que tu vas peut-être mettre un peu de pression sur tes collègues pour que ce soit bien fait, mais il faut pas en mettre de trop, il faut que ça reste très raisonnable. Donc tu peux, c'est pas facile, et alors du coup quand tu as une couche de management intermédiaire, potentiellement, eux, ils perçoivent les valeurs un peu différemment et donc ils vont peut-être chasser la performance parce que tu vas leur Bien dire oui, sûr. mais il faut être rentable sur le projet. Les managers comprennent la vision, sinon. Ouais, la vision et les valeurs parce que sinon ça peut vite partir en sucette et je pense que, bon, on l'a vu nous quand on est passé avec une couche de middle management, il faut leur faire comprendre ça, qu'est-ce qui est important ou pas, comme tout. Parce qu'un collègue qui passe de l'exécutif pur, donc de la production, etc., a un rôle de management, mais il doit désapprendre tout son, pas la partie pratique, mais il y a toute une série de choses qui doit juste changer. Ça n'a plus rien à voir. Il doit pouvoir accepter que tout le monde est différent, que certaines personnes sont plus pointilleuses, d'autres personnes sont plus peut-être un peu plus approximatives, mais vont plus vite. Que certaines personnes sont motivées par une chose, d'autres non. Que certaines personnes, il faut beaucoup discuter avec eux, beaucoup les rassurer, et que tout le monde est différent. Un peu comme un projet à l'université, un projet de groupe, quoi, où on est en haute école ou de manière générale à l'école. Je comprends totalement. C'est exactement ce truc-là. Donc il faut comprendre ça, et c'est totalement différent. Et après, en plus de ça, ils doivent s'approprier alors encore beaucoup plus les valeurs et la vision de l'entreprise parce qu'ils deviennent le porte-parole dans leur équipe de la vision et des les valeurs de l'entreprise. Donc il faut qu'ils les intègrent encore beaucoup plus. C'est pas évident de faire ça. C'est pas évident pour eux d'apprendre et de comprendre et de le mettre en place correctement. Donc je pense que c'est un challenge et je pense que aujourd'hui, là on n'est pas si grand, donc on a encore une vision sur nos managers, c'est logique, on n'est jamais que 50, qui eux parlent avec leurs équipes, donc on peut un petit peu ressentir, même si on n'est plus vraiment en contact aussi direct avec les personnes qui vont réellement faire le travail, mais on reste en contact d'une certaine manière. Le jour, imaginons où on est 200, je pense que on n'est plus du tout sur la même réalité, je pense que ça passe largement à droite. Oui, c'est ça, c'est à vous, donc les managers, enfin les directeurs, de choisir des leaders qui vont leader les autres, parce qu'au final, les gens vont pas se référer à vous à chaque fois, ils passent d'abord par le manager, donc du coup, si les managers... après, le bureau chez nous est tout le temps ouvert, hein, donc quiconque peut rentrer chez nous sans aucun problème de l'entreprise et poser ses questions s'il y a un problème ou pas. Mais bon, ça ne change rien au fait que, oui, ils ont le manager. Et tu as aussi un peu le syndrome, pas pour les anciens parce qu'ils sont là depuis longtemps, mais pour les nouveaux, c'est Monsieur 2. Enfin, c'est pas Monsieur 2, ça reste Maxime, mais il y a quand même une petite distance. Allez, tu vas voir le patron, quoi. C'est un peu plus compliqué que quand on était 10. Non, on rigolait ensemble, on faisait des blagues ensemble et on disait des conneries ensemble. Ce que je fais toujours, mais juste plus avec tout le monde. Donc c'est un peu plus... il y a une espèce de distance qui se crée, si on veut, entre les plus nouveaux collègues et nous. Et donc, la porte est ouverte, ils vont quand même moins venir, ils vont plus aller voir leur manager. C'est toujours un peu plus compliqué, quoi. Après, c'est la croissance. C'est le but, ça passe par là. C'est comme ça. C'est l'évolution de l'entreprise, et l'entreprise change, notre rôle dans l'entreprise change, la manière dont on doit interagir avec les collègues change, et c'est quand même... c'est chouette.
Maxime, je suis ultra content de t'avoir eu dans le podcast. On a tout ce dont on avait besoin. J'espère que tu as passé un bon moment parce que moi j'ai passé un super moment avec toi. J'ai appris plein de choses, donc voilà, merci beaucoup d'être. Non, c'est super chouette. En plus, un podcast comme ça dans une voiture, ça change. C'est vraiment bien. Ouais. Et j'imagine que se laisser conduire, c'est un peu chouette aussi. Bah oui. Bon, j'ai pas encore une entreprise pour un chauffeur, mais c'est pas trop mal. Effectivement, si c'est conduire, on se pose pas trop de questions. Ouais, mais voilà, c'est ce que j'essaie aussi d'apporter dans ce petit moment. Donc voilà. En tout cas, voilà, merci beaucoup et Merci à toi. au plaisir en tout cas, merci beaucoup. Merci. Top.